dedans. Et puis, on va continuer avec Guillaume Fource qui est là, qui est de Lille, qui est cardiologue interventionnel. Et je vais oser te dénormer usicologue aussi. Et qui est, Bonjour, ouais, merci. et notre secrétaire du groupe USIC de la SFC auquel participe Nadia aussi. Normalement, tu as dû recevoir l'invitation. Attends, hop là. Ouais. Yes. Et donc, toi, tu vas nous parler des cas particuliers de choc et de valve. C'est bon? On voit mon écran ou pas? Non, là, on te voit toi, tu es toujours aussi beau, mais… On voit moi. Okay. Ah, ça y est, c'est bon, il y a le petit retard. On voit ton écran parfaitement bien. Attends, je lève ma caméra déjà. Hop là, voilà. C'est bon ou pas? C'est parfait, tu peux y aller quand tu veux. Ok, bah, bonjour à tous, merci beaucoup Clément pour l'invitation et puis de me permettre de participer. C'est des choses qui nous tiennent tous à cœur. Bon, ça passe. Je vais parler un petit peu en complément du topo de Nadia qui était très bien au demeurant, en parlant d'un cas un peu particulier du management en fait de l'état de choc au cours des valvulopathies sévères. Donc c'est assez complexe d'aborder ce sujet en quelques minutes parce que les causes et les situations sont extrêmement nombreuses. Donc on va essayer de faire un truc un peu global et puis on pourra discuter un petit peu à la fin si vous le souhaitez. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'épidémiologie du choc change, évolue depuis ces dernières décennies. Le choc cardiogénique n'est plus, comme on le pensait, en fait, l'apanage de l'infarctus du myocarde aigu, même si c'est une cause qui représente environ, enfin, une étiologie qui représente environ 30% des cas, mais il y a d'autres causes à l'heure actuelle, que sont les cardiopathies ischémiques chroniques décompensées, les cardiopathies non ischémiques et toutes les autres problématiques, dont les phénomènes valvulaires, qui sont un peu mixés ici dans cette cohorte américaine avec d'autres causes. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que ça reste des situations qui sont assez peu fréquentes malgré tout. La preuve, c'est que les nombreux essais randomisés, les nombreux essais randomisés qui sont actuellement disponibles dans le choc cardiogénique ont simplement exclu les malades qui ont une valvulopathie sévère, ou alors ce n'est absolument pas mentionné. Ce qu'on sait également, grâce à des surveys notamment européennes qui ont été publiées il y a quelques années déjà, que les valvulopathies se présentent, enfin graves en tout cas, symptomatiques se présentent la plupart du temps par une dyspnée ou de l'angine de poitrine. Donc l'incidence en fait change en fonction de la cause de la valvulopathie, mais ça c'est logique. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes présentations cliniques quand on a une sténose aortique serrée versus une fuite aortique de haut grade ou une mitrale primaire ou fonctionnelle. C'est pas du tout les mêmes patients, mais ça vous en avez très très bien conscience. L'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme supraventriculaire sont également fréquents, beaucoup plus dans les valvulopathies mitrales, mais ce qui est parfaitement logique vu que ce sont souvent des maladies du ventricule d'ailleurs. Ce qu'on constate dans ces registres, c'est qu'en fait les situations un peu critiques sont très rares, puisque ce qu'on remarque, c'est que les patients qui ont une dysfonction VG ou ceux qui sont en état critique, enfin jugé critique, hein, donc les critères sont un peu flous, mais jugé critique, ça dépasse pas 5 à 7% des patients. Et donc l'ensemble de ces choses font que les données sont extrêmement limitées sur la prise en charge thérapeutique de ces patients en insuffisance cardiaque avancée au cours de valvulopathie. Ce qui compte, c'est d'abord la présentation et l'étiologie, qui est souvent assez frappante, de la valvulopathie. Dans des situations, des contextes très très aigus, type endocardite avec une fuite valvulaire, ou alors endocardite avec une complication valvulaire, ou alors une défaillance de valve prothétique, une dissection de l'aorte avec une fuite aortique de haut grade, une rupture de pilier qu'on a un infarctus, ou alors une thrombose de valve mécanique. Généralement, ces situations ne posent pas de problème pour la simple et bonne raison que le problème valvulaire est clairement toujours au premier plan. Et donc c'est assez facile finalement de déterminer une prise en charge adaptée parce que dans l'immense majorité du temps, ça va aboutir à une prise en charge chirurgicale.
C'est d'ailleurs la correction de cette valvulopathie souvent réverse totalement le process. Vous pouvez avoir des patients qui sont dans des états cliniques catastrophiques, mais qui sont transformés par la correction valvulaire. Donc c'est des états de choc vraiment très très particuliers. C'est pas comme une vieille cardiopathie dilatée qui a 25 ans qui est en état de choc, pas qui a 25 ans de cardiopathie qui est en état de choc. La probabilité de récupération elle est quand même beaucoup moins importante. C'est très très différent pour les malades valvulaires aigus. Ce qu'on peut voir ici quelques petits exemples. En haut à gauche, on peut, donc ça c'est des choses qui me sont arrivées personnellement. En plus, hein, des fois, on peut être amené à faire des coronarographies chez des gens qui ont en fait des dissections aortiques sévères avec des IAO de grade. Hein. Mais bon, c'est des gens qui ont mal dans la poitrine et qui ont des troubles CG. Donc évidemment, si personne ne fait d'échographie avant ou oublie le contexte du patient, ben, on peut se retrouver à observer des choses comme ça en angiographie. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. En fait, c'est ce qu'on voit sur les images du haut, hein, surtout en fait, les images de coronarographie, avec en haut à gauche un patient qui a une dissection de l'aorte, une fuite aortique au grade. L'image d'à côté de droite est un patient qui a une dissection de l'aorte avec une occlusion du tronc commun et une fuite aortique au grade. Donc, ce patient a rapidement mal évolué. Ou alors, on peut observer des choses un peu criantes, hein, comme en bas à gauche, par exemple, une thrombose de valve mitrale mécanique sous anticoagulant direct. Donc là, on voit bien la masse thrombotique majeure au niveau de la valve mécanique mitrale, hein, comme quoi les anticoagulants directs, ça ne marche pas sur les valves mécaniques, hein, ne l'oubliez pas. Et puis d'autres situations, hein, comme les ruptures de piliers au cours d'un infarctus, des endocardites avec perforation de valve. Toutes ces situations sont sont assez criantes et finalement, il n'y a pas besoin de chercher trop midi à 14 heures. C'est quand même pas du tout pareil quand vous avez affaire à une valvulopathie qui s'est chronicisée, qui a évolué dans le temps et qui arrive en état de choc. Alors souvent, ce sont des patients qui arrivent en état de choc. Il faut bien être honnête, c'est dans l'immense majorité du temps, c'est une errance diagnostique. C'est-à-dire que le patient est passé complètement à l'as de cardiologue ou autre, ou alors il a été sous-évalué, mal évalué, mais en tout cas, dans l'immense majorité du temps, c'est quand même une errance diagnostique. L'autre chose qu'on peut rencontrer, c'est une aggravation d'un problème valvulaire de base sévère, une aggravation par un phénomène annexe, type trouble du rythme subventriculaire, syndrome coronaire aigu, sepsis, etc. Donc, c'est d'autres facteurs qui induisent l'état de choc de quelqu'un qui a de base une valvulopathie sévère. Donc là, c'est une prise en charge qui est quand même un petit peu différente parce qu'elle ne repose pas uniquement sur la correction de l'anomalie valvulaire, mais plutôt sur une intégration un peu de l'ensemble du tableau clinique du patient. Et c'est donc des situations qui sont difficiles. Elles sont difficiles pour plusieurs raisons. C'est que avoir une évaluation précise d'un problème valvulaire chez un malade grave et qui plus est défaillant et polydéfaillant, c'est compliqué. Et c'est difficile. Il faut de l'expérience, c'est pas facile. Souvent, vous avez besoin d'imagerie multimodale, d'avoir des imageries en coupe associées à l'échographie ou des données du cathétérisme, par exemple. Donc, c'est des situations qui sont complexes et qui nécessitent d'avoir vraiment un œil très, très attentif. Il faut évidemment corriger les facteurs confondants à la potentielle décompensation, hein, comme un trouble du rythme, un infarctus, une infection, n'importe quoi, ou un problème extra-cardiologique. Et puis, n'oubliez pas que le timing d'une intervention est toujours crucial. C'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour l'infarctus, c'est valable pour l'embolie pulmonaire, c'est valable pour les valves. Plus vous attendez, moins bon est le pronostic. C'est valable vraiment pour n'importe quoi dans les défaillances cardiaques sévères. Là, on peut observer une situation qui peut poser problème. En fait, on comprend assez rapidement sur l'image en haut, enfin, sur les images en haut à gauche et en haut au milieu, que c'est un patient qui a une défaillance VG extrêmement sévère, mais on remarque assez facilement aussi que la valve aortique est franchement pas catholique. Et donc, même si vous n'obtenez pas des chiffres standards de sévérité de valve, quand même, faut pas chercher midi à 14 heures quand on a un VG comme ça, avec une valve aortique comme on peut l'observer. Faut pas se prendre la tête jusqu'à preuve du contraire, c'est une maladie aortique de grade, qu'elle soit sténosante ou fuyante. Et donc, il faut bien, n'oubliez pas que les paramètres que vous enregistrez en échographie, ils valent ce qu'ils valent. C'est bien, c'est des malades un peu standardisés à fonction VG normale, avec un volume d'éjection normal. Parce que là, ce patient-là, on imagine très bien qu'il se balade à 20 ml de volume éjecté. Bien évidemment, vous n'allez jamais arriver à obtenir des gradations qui vont vous dire que la valve aortique est sévère. C'est
à peu près la même chose pour ce qu'on voit en bas. En fait, c'est un malade qui a plusieurs maladies, hein. On peut avoir des associations de problèmes valvulaires aortiques et mitraux, ce qui complique en fait l'évaluation des gradients, de la fuite en couleur, de tout ce que vous voulez. Donc, il faut essayer de l'échographie va être différente et c'est extrêmement important pour pas se tromper. Et, voilà, et c'est important de faire appel parfois à des gens qui savent mieux faire que nous. Là, par exemple, aussi, on peut avoir ce type de patient qui s'était présenté avec non seulement une cardiopathie ischémique post-infarctus antérieur avec dysfonction VG modérée, mais qui a en plus une maladie aortique sévère, c'est-à-dire qu'il s'associe une fuite aortique majeure avec une sténose aortique serrée. Voilà, c'est pas toujours facile d'évaluation, donc voilà, pour essayer de bien prendre en compte tous les éléments pour arriver au bon diagnostic et à la bonne prise en charge. La preuve, c'est un patient, par exemple, c'est un malade qui nous avait été adressé, c'est celui dont on vient de voir l'échographie, nous avait été adressé en fait pour une histoire de pneumonie infectieuse qu'il avait, il avait une légionellose authentique, identifiée, etc., qui avait été traitée. Et puis, au fil du temps, ce patient se dégrade, il est défaillant rénal, dialysé, en SDRA, en défaillance respiratoire extrêmement sévère, il est intubé, enfin vous voyez le genre. Il a un scanner affreux et en fait on se rend compte en fait en lui faisant des analyses de perfusion tissulaire qu'on le voit plutôt comme un malade inflammatoire en fait avec une SCO2 qui reste normale haute, un rapport de Capni à la limite de la normale, et puis un syndrome inflammatoire. Donc on en fait plutôt un malade inflammatoire en fait finalement. Et puis en fait, quand on quand on se dit tiens, on va lui faire un cathé droit, on se rend compte que finalement le cœur c'est réellement le problème parce qu'il se balade à 35 de Papo et un débit à 7 litres sur la fuite aortique de grade. Et donc voilà, tout ce qu'on pensait être plutôt de l'infectieux chez un valvulaire modéré à sévère était en fait juste de l'insuffisance cardiaque très avancée. Et donc quand c'est difficile, c'est là où je voulais en venir, quand les situations sont difficiles comme celle-là par exemple, n'hésitez pas à avoir recours à une hémodynamique invasive parce que ça peut franchement vous rendre service. Alors comment manager un état de choc quand tout ceci est lié à une maladie valvulaire? Toujours en premier lieu, chercher un facteur décompensant. Un syndrome coronaire aigu, un trouble du rythme, un sepsis, toujours. La prise en charge de l'état de choc est un peu non définie de façon certaine, mais voilà, elle doit reposer sur globalement les mêmes recommandations que pour les autres types d'état de choc, qui sont quand même des recommandations basées sur pas grand-chose. Mais voilà, le patient doit être monitoré, vous pouvez recourir à des drogues vasoactives, voire du support circulatoire. On verra ça un petit peu après. Mais voilà, il y a toute cette partie que vous connaissez bien. Puis surtout traiter la cause, bien sûr, évidemment. Faut-il faire un geste percutané? Faut-il faire une valvuloplastie? Faut-il mettre une valve par voie transcathéter? Faut-il opérer le patient? Ça, c'est des discussions que vous devez avoir de façon collégiale et c'est extrêmement important, surtout chez ces patients, d'avoir des discussions collégiales avec vos réanimateurs, avec vos chirurgiens, avec les cardiologues interventionnels, avec les cardiologues qui gèrent l'insuffisance cardiaque avancée, les programmes d'insuffisance cardiaque lourde, type transplantation, etc. Parce que faut pas oublier quand même qu'il y a certains types de valvulopathie qui peuvent survenir chez des patients jeunes qui sont donc éligibles à des stratégies de transplantation, pardon. Et donc voilà, il faut que toutes ces personnes-là se concertent. C'est pas une vue de l'esprit, c'est absolument indispensable. Quand on parle de médicaments, quels médicaments vous pouvez utiliser? Alors ça, les recommandations, les Américains sont des gens parfois très bêtes, mais parfois très intelligents aussi. Alors, je trouve que leurs recommandations sur l'état de choc, elles sont quand même pas trop mal foutues. Puisqu'elle sépare bien les différentes causes et les traitements qui en découlent, et ça, je trouve ça plutôt intelligent. Quand vous faites face à une sténose aortique en l'occurrence, c'est un état qui est post-charge dépendant. Ce que vous allez mettre de toute façon est contre-intuitif, donc comme tous les autres valvulopathies d'ailleurs. Vous avez le droit d'employer des inotropes uniquement si la fonction ventriculaire gauche est altérée, ça n'a aucun intérêt sinon si ce n'est pas le cas. La noradrénaline, enfin les vasopresseurs sont plutôt employés plutôt à privilégier, parce que certes ça augmente un peu la résistance à l'éjection, mais ça augmente peut-être un peu moins l'inotropisme, qui lui, si vous l'augmentez très fort, va majorer de façon intense le gradient entre le VG et l'aorte. Donc c'est a priori les drogues que vous avez le droit d'employer. Tout ceci repose sur pas grand-chose, quand même, c'est juste de la physiopathologie.
Quand vous faites face à une sténose mitrale, là, c'est un petit peu l'inverse. C'est un état qui est précharge dépendant, donc ça se remplit mal, en fait, hein. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'essayer de ralentir au maximum la fréquence cardiaque et de maintenir une synchronisation atrioventriculaire, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir une charge adaptée, entre guillemets, et une diastole suffisante pour que le ventricule se remplisse. Quand vous êtes en état de choc, vous êtes en droit d'employer des vasopresseurs également, et des médicaments qui sont des médicaments bradicardisants ou antiarythmiques comme l'esmolol, hein, qui est un bêta-bloquant de durée d'action très faible, de l'ordre de quelques minutes. C'est un peu plus prolongé que l'andiolol, par exemple. Mais vous pouvez l'employer. Moi, j'évite d'injecter des bêta-bloquants chez les gens qui sont instables sur le plan hémodynamique. Je vous conseille d'en faire de même pour éviter d'avoir des petites surprises. Parce que souvent, quand on a une sténose mitrale sévère, en insuffisance cardiaque aiguë, voire choquée, c'est souvent qu'on a une défaillance droite associée. Donc, éviter d'injecter des bêta-bloquants IV chez les gens qui ont une dysfonction VD, souvent, ça se passe pas très bien, tout de même. Quand vous faites face à une fuite, une fuite aortique en l'occurrence, le but, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque pour limiter la fuite en diastole, puisque quand vous raccourcissez la diastole, vous limitez la fuite. Donc, évitez les bêta-bloquants chez ce type de patient, par exemple, ou les médicaments bradicardisants. Et l'idée, c'est plutôt d'accélérer la fréquence cardiaque. Et donc, vous êtes en droit d'employer des inotropes, qui sont des chronotropes aussi, hein, voire du pacing. C'est déjà arrivé ici, mais c'est des situations qui restent exceptionnelles. Mais ça peut vous permettre de limiter la fuite aortique, la fuite dans le ventricule gauche. Quand vous faites face à une régurgitation mitrale, l'idée, c'est de réduire la post-charge. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, a priori, vous réduisez les pressions gauche. Alors ça, c'est facile à dire. Quand le malade a 5 de tension, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est là où certains systèmes d'assistance peuvent être utiles. Mais c'est pas toujours facile d'employer des vasodilatateurs quand le malade est hypotendu ou en état de choc. Si vous avez une drogue employée, privilégiez des drogues qui sont a priori des drogues qui sont vasodilatatrices, comme la dobutamine. La dobutamine, c'est un vasodilatateur, hein, n'oubliez pas. C'est pas un vasoconstricteur, c'est un vasodilatateur. Mais c'est un médicament qui est très très bien pour réduire les pressions gauche, les pressions droites également. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord parfois avec l'emploi des vasopresseurs en première intention dans l'état de choc. Ça dépend de la cause, hein, ça dépend du profil du patient. Si le malade est extrêmement vasoconstricté, c'est peut-être pas forcément une méga idée de lui injecter des vasopresseurs. Mais donc, il faut être un petit peu modéré dans le discours, je pense. Vous pouvez employer l'amilrinone, qui est un médicament qui est difficile d'emploi, pour le coup, et qui est très, très hypotent en pouvoir d'hypotension, parce que c'est très vasodilatateur. C'est un inhibiteur des phosphodiestérases, ou le support circulatoire. D'ailleurs, quand vous employez le support circulatoire, quelles en sont les preuves? Alors déjà, qu'elles sont faibles, voire nulles, pour le choc tout venant. C'est c'est particulièrement le cas pour les valvulaires. Et donc, il faut essayer de penser à quel est le type d'anomalie, quel trouble hémodynamique ça induit. Et donc, du coup, on va en découler en fait des stratégies d'assistance que vous pouvez employer. Le ballon de contre-pulsion reste utile dans ce type d'indication, je pense. Le ballon de contre-pulsion, c'est une naissance qui ne marche pas ou peu, mais qui ne se complique pas ou peu. Ça se complique quand même, mais de façon assez modérée. Donc, ça peut avoir encore un intérêt dans les fuites mitrales sévères. Les pompes axiales, comme l'Impella, sont des pompes qui, sur le papier, sont probablement les meilleures, mais ça se complique. C'est toute la problématique des assistances. Plus c'est susceptible de marcher, plus ça se complique. Surtout chez des patients qui ont des antithrombotiques, etc. Donc c'est un petit peu, ça peut parfois être complexe. Mais en tout cas, pour les fuites mitrales, ça peut marcher et de façon très importante. On a déjà fait ici, ça marche pas mal. Il y a quelques contre-indications, évidemment, vous n'allez pas passer une pompe axiale dans une sténose aortique, bon, les Américains l'ont déjà fait, hein, ou dans une dysfonction de prothèse, bien évidemment, il faut éviter de faire ça. Et l'ECMO veineux artériel, rien ne remplacera ça pour les malades qui sont en grande défaillance, avec des stigmates majeurs d'hypoperfusion et des dysfonctions d'organes. Mais voilà, ça induit des désordres hémodynamiques majeurs qui sont probablement délétères. Et donc, c'est des stratégies qui doivent être réservées pour les malades vraiment en insuffisance cardiaque extrêmement avancée. Alors, reste-t-il une place pour la chirurgie en 2022? J'aurais dû mettre d'ailleurs. La chirurgie, oui. De toute façon, ça restera le gold standard pour tout un tas de causes. Une endocardite, bien évidemment, une thrombose de prothèse, une dissection de l'aorte, des complications mécaniques d'infarctus du myocarde, même si ça, je mets ça entre parenthèses, mais
toutes ces choses-là seront probablement, le traitement chirurgical restera probablement le traitement de référence. Certes, il n'y a pas de données. Est-ce nécessaire? Je suis pas sûr. Ça peut paraître évident que la chirurgie restera le gold standard pour ce type d'indication. Mais d'autres choses arrivent, enfin d'autres se sont développées, qui sont les stratégies percutanées et qui sont extrêmement utiles pour notamment les situations de valvulopathie un petit peu chronicisées ou décompensées chez des patients notamment à haut risque. Par exemple, quand on parle de la valve, la sténose aortique, la sténose aortique en état de choc est une situation qui est assez rare. Faut-il faire une angioplastie au ballon? Alors oui, hein, on a le droit de considérer cela si le malade a une stratégie pérenne de aortique ultérieure, c'est-à-dire d'être opéré ou d'avoir un remplacement valvulaire percutané chez les patients qui sont en haut risque. Donc ça reste une possibilité. Dans la publication la plus importante émane de chez nous, en l'occurrence, on a travaillé avec Marseille, mais on avait travaillé sur plusieurs années, 44 patients, ce qui est quand même rare. Hein. Ce qu'on voit, c'est que la mortalité à 30 jours reste importante, de l'ordre de 50%, 70% à un an. Et ce qu'on remarquait dans cette cohorte, c'est que le timing de l'intervention est assez important, puisque plus vous attendez, moins bon est le pronostic. Quand le patient est en état de choc, si vous attendez plus de 48 heures pour lui faire une valvuloplastie, vous plombez son pronostic, et ça peut paraître évidemment logique. Alors pourquoi ne pas faire un TAVI tout de suite? Alors c'est bien, le TAVI c'est bien parce que ça donne de meilleurs résultats hémodynamiques sur le long terme. Le risque de fuite aortique procédurale, enfin autour de la procédure, est beaucoup moins important, et que la valvuloplastie, ça marche bien en phase aiguë, hein, mais ça resténoge toujours, ou presque toujours. Le côté un peu embêtant, c'est que déjà, il faut avoir une équipe qui est entraînée et qui sait faire ça. Faut transporter un malade qui peut parfois être en état critique. Et puis souvent, même si c'est pas obligatoire, mais ça nécessite quand même un scanner dédié pour optimiser la procédure. Et c'est des patients justement chez qui la procédure doit être parfaite, parce que si vous pouvez pas vous permettre de louper ou de faire un peu à l'arrache ce type de procédure, c'est justement les malades les plus graves chez qui on doit s'acharner à avoir le résultat le plus optimal possible. Et donc, il faut s'en donner les moyens. Mais tout de même, jusqu'à présent, ce qui est écrit dans les recommandations, c'est que c'est contre-indiqué de mettre un TAVI chez les gens instables. Pourquoi? C'est parce qu'il ne faut pas mettre des valves futiles et que leur pronostic spontané est catastrophique. Et donc, on peut se poser la question de la légitimité d'avoir recours à des procédures qui coûtent entre 15 et 20 000 euros. Donc, faut intégrer toutes ces choses-là, mais tout de même, maintenant, c'est des choses qui se démocratisent, franchement. Et pourquoi? Parce que quand on prend des registres ou des gens qui ont des TAVI en cours d'un état de choc, ce qu'on voit, c'est qu'on améliore franchement leur pronostic, puisqu'on voit dans cette cohorte allemande, sur 750 TAVI en 5 ans, 27 patients cardiogéniques, la mortalité à 30 jours est de l'ordre de 30%. Donc c'est beaucoup moins tout de même que, par exemple, quand on lui propose une valvuloplastie ou qu'on fait rien, bien évidemment. Donc c'est des résultats qui sont plus qu'acceptables. Et c'est ce qu'on constate également dans cette cohorte publiée dans le JACC Intervention il y a environ 2 ans, sur 2220 TAVI en choc cardiogénique. Taux de décès à 30 jours, 19%. C'est beaucoup plus faible qu'un état de choc standard, pour le coup. Bien évidemment, le taux de complication est plus important, que ce soit les AVC, les saignements, etc. Évidemment, les malades sont plus graves, ils sont défaillants, ils ont des troubles de l'hémostase, etc., bien évidemment. Mais tout de même, c'est des résultats qui sont franchement beaucoup plus qu'acceptables. Et donc finalement, faut-il faire une valvulo ou un TAVI chez les gens qui ont une sténose aortique en état de choc? Les réponses n'existent pas, il n'y a pas d'essai randomisé. Alors, le traitement médical, la valvuloplastie s'entend lorsqu'il y a un facteur précipitant, type infarctus du myocarde. Quand vous n'avez pas le temps d'avoir du recul sur votre patient, que vous avez besoin de le stabiliser avant une intervention pour réfléchir, ou alors que de toute façon, il ne va pas bénéficier d'un remplacement valvulaire, voilà, trop âgé, trop comorbide, qui ne faisait plus rien à sa maison, etc. Donc, ça permet un peu de réfléchir. Le côté positif du TAVI, c'est que ça vous permet de limiter les drogues qui sont, on le sait, délétères pour le myocarde et surtout chez les valvulaires, et que plus vite vous levez la sténose, et ça on l'a bien montré, meilleurs sont les résultats. Donc les deux se discutent, mais la tendance actuelle, c'est quand même tout de même de proposer le TAVI à ces gens, si bien sûr on estime qu'ils ont une espérance de vie supérieure à 1 an.
Quand vous faites face aux valvulopathies mitrales primaires, dans l'immense majorité standard, quand vous avez une rupture de pilier, du temps, la chirurgie reste le gold de la face. C'est la chirurgie qui sauvera le patient, en sachant que la mortalité opératoire est de l'ordre de 20%, mais, et là je prends l'exemple de diagnostic à terme, que ceux qui font un diagnostic vaut le coup voilà, d'envoyer ces patients en chirurgie parce que ça corrige et que s'ils sortent de l'hôpital, ils ont un pronostic qui est à long terme extrêmement favorable. Dans les situations critiques où le malade est vraiment moribond, ou est en train de se cracher, ou jugé inopérable, on peut employer des procédures percutanées comme le mitraclip, par exemple, hein, ça c'est fait. Les équipes entraînées font ça assez rapidement, hein, comme les font ça très bien, c'est qui peuvent s'envisager. Pour les fuites secondaires mitrales, alors là, la question est très très différente parce que de toute façon, la chirurgie pour les fuites secondaires, ça n'existe pas. Donc c'est soit le traitement médical, soit vous proposez des stratégies percutanées qui sont attractives hein, pour le coup, parce que très peu invasives. Dans les récents, c'est que la survie est meilleure chez les patients qui ont une implantation de clip qui est successful, entre guillemets, ce qui est logique, évidemment. Quand on implante un device et que ça rate, évidemment, le pronostic est tombé. En tout cas, c'est faisable. Ça se fait plutôt bien. Et ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans les cohortes, c'est que les malades qui sont traités plus tôt ont une meilleure survie que les autres. Et donc, voilà, n'oubliez pas que le temps compte, peu importe la situation dans laquelle vous trouvez. Donc, voilà, donc pour les fuites secondaires graves, sur les post-infarctus, ça peut marcher. Hein. Alors, il y en a même qui mettent une impella en fait pour essayer de réduire la coaptation, enfin le défaut de coaptation entre les deux valves, ce qui permettrait de faciliter un clip. Alors c'est un petit peu exotique hein, pour le coup, mais en tout cas, voilà, c'est des données préliminaires qui sont intéressantes, mais ça peut être utilisé dans des cas un petit peu extrêmes. Dans les autres types de valvulopathie, c'est à peu près la même tendance, c'est-à-dire que les stratégies transcathétaires prennent leur envol entre guillemets, et c'est logique, hein, c'est des stratégies qui sont à moindre risque. Évidemment, c'est logique pour les patients. C'est pas qu'on va embêter les chirurgiens, mais c'est logique pour les patients de leur proposer des stratégies percutes mini-invasives, ce d'autant plus qu'ils sont dans des états cliniques un peu critiques. Donc, on peut le faire pour des fuites aortiques, par exemple. On le savait déjà depuis quelques années hein, qu'on peut mettre des TAVI dans les fuites aortiques, c'est possible. Le taux de succès est un peu moins important et encore c'est beaucoup moins le cas avec les nouvelles valves à l'heure actuelle. Et donc si le malade est en état de choc, bien évidemment vous êtes en droit de proposer ce type de stratégie. Et bon, on n'a pas besoin de lever les yeux au ciel en disant oui mais il est complètement taré, il faut opérer les fuites aortiques, c'est tout, point barre. C'est pas si simple que ça et je pense que justement la propriété des stratégies percutanées c'est extrêmement intéressant avec des taux de décès hospitaliers qui sont vraiment assez faibles de l'ordre de 20%. Pour les sténose mitrales, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez proposer en fait des commissurotomies percutanées chez les gens en état de choc avec des succès procéduraux qui sont vraiment importants de 80%, avec des taux de décès de l'ordre de 30%, et c'est beaucoup plus important pour la chirurgie hein, pour le coup, hein, c'est quasiment du 80% de décès. Voilà, donc c'est pareil pour les stratégies transcathétaires. Hein, vous avez le droit de mettre une valve mitrale transcathétaire si vous êtes face à une sténose mitrale sévère en état de choc. Le succès est plutôt, le taux de succès est franchement plutôt bon. Donc voilà, vous avez le droit aussi de penser à ce type de stratégie pour ces patients-là. C'est exactement pareil pour les bioprothèses. Les bioprothèses qui dysfonctionnent, que faire chez ces patients-là déjà, indépendamment du fait qu'ils sont en état de choc, à l'heure actuelle, on a tendance à leur mettre des valves percutanées à l'intérieur de la valve chirurgicale. Si le malade est en plus en insuffisance cardiaque avancée, évidemment, ça paraît intuitif de corriger ce problème-là sans leur proposer une chirurgie cardiaque rédux. Ça paraît un petit peu évident. Donc, évidemment, tout ça a quelques petites problématiques. Hein. Quand on remet une valve à l'intérieur d'une valve, il y a un mismatch qui est plus important, un accès au coronaire qui peut être plus complexe. Donc, évidemment, mais c'est pas la problématique urgente du patient. La problématique urgente du patient, c'est de lui sauver la vie. Pas grave si dans 6 mois, on passe 3 heures à le trouver des coronaires. C'est pas très, très grave.
L'essentiel, c'est qu'ils sortent de l'hôpital surtout. Donc là, juste pour vous montrer deux, trois petits exemples aussi de prise en charge percutanée. En fait, sur les images de gauche, c'était un jeune patient de 40 ans qui avait un Hodgkin irradié avec des maladies, voilà, des problèmes, enfin une cardiopathie radique en fait, musculaire, valvulaire, ce que vous voulez, du péricarde aussi, qui avait une fuite aortique de haut grade, un tout petit anneau aortique parce que il avait été irradié quand il était jeune, donc il était resté assez petit avec des dimensions aortiques assez limitées. Donc on avait implanté une corvalve avec un bon résultat, ça a plusieurs années, le patient n'allait pas trop mal. Sur les images du milieu, on peut voir des trucs un peu historiques, hein. Donc en haut au milieu, c'est vraiment un RM extrêmement évolué avec, vous voyez, des cavités droites extrêmement dilatées. On pourrait presque croire que c'est une hypertension pulmonaire en bout de course, mais on voit rapidement que la valve mitrale, il y a un petit problème quand même, qui a été traité par une commissurotomie au ballon, puis une valve secondairement, mais ça s'était bien déroulé. Et ça, c'est juste pour le fun, c'est l'image au milieu en bas. C'est un patient qui était chez nous il n'y a pas très longtemps, qui avait lui aussi, qui était passé complet, alors qui pourtant avait vu des cardiologues, hein. Donc on se demande comment c'est possible. Ça faisait 20 ans qu'il faisait de la FA, le patient, et puis juste parce que je suis du Nord et que j'aime bien la bière. À votre avis, combien il y a de bières dans l'oreillette gauche? Pour en discuter, mais il y en a beaucoup. Donc, en l'occurrence, c'est des pintes, hein. Donc, il y en a quelques-unes, pour le coup. Mais voilà, donc c'est des choses qui ne devraient pas arriver, bien évidemment, mais on peut trouver des trucs, mais voilà. Pour finir, je pense que le management des maladies valvulaires sévères est difficile, et les preuves sont faibles. N'oubliez pas que les approches multidisciplinaires sont indispensables. Ne réfléchissez pas tout seul. Il y a d'autres personnes pour réfléchir avec vous, et c'est très important, surtout chez ces patients. Les traitements pharmacologiques sont ce qu'ils sont, mais aussi également tous leurs défauts. N'oubliez pas qu'il faut intervenir rapidement et corriger le problème valvulaire. Les approches percutanées sont très attractives pour les situations critiques, notamment des valvulopathies un peu chronicisées, et que tout cela doit être réalisé conjointement avec des centres tertiaires. Pourquoi? Parce que il y a des situations où les patients sont jeunes et chez qui on doit discuter des stratégies de lourde insuffisance cardiaque. Voilà, je vous remercie. Merci Guillaume pour ce topo qui était plus que clair et hyper précis. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée pour Guillaume? Moi, j'avais une question, Guillaume, sur les vasopresseurs dans les rétrécissements Je vais revenir sur le aortiques calcifiés. truc. Est-ce que dans ton expérience à toi, souvent c'est des malades qui sont quand même assez polyvasculaires, est-ce que tu as des expériences d'ischémie chez ces malades à qui tu mets de la noradrénaline et de la vasopressine? C'est juste l'expérience clinique, hein. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des données, mais toi, quand tu utilises les deux, tu n'as pas d'ischémie digestive ou de jambes? Ouais. On l'a perdu. Ouais. Ou Ouais, Clément, je ne sais pas. il y a des preuves, on n'a pas, mais ouais, si, c'est arrivé. Si, tout à fait. Okay. Ouais, c'est arrivé, c'est pour ça que j'évite de les employer. Et justement, cette passion-là, bah ouais, intervenir rapidement, c'est aussi pour ça, c'est essentiel, mais oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Effectivement. Donc j'essaie d'éviter, clairement. Mais voilà, ça c'est des problématiques difficiles. De toute façon, les drogues chez ces gens-là, ça marche pas trop. Oui, de toute façon, on est problématiques embêté, des valves On a l'impression Ouais, aussi que la place c'est- de l'assistance mécanique est aussi très limitée, hein, puisque la plupart des assistants soit sont rétrogrades, et donc Ouais. sur l'insuffisance aortique, ça peut être compliqué. Mais effectivement, c'est aussi une thématique où on a l'impression qu'on est très limité dans leur prise en charge, que ce soit de façon médicamenteuse ou mécanique, Ah ouais, et tout que à la fait. prise en charge de la valvulopathie est l'élément fondamental. C'est corriger la valve, c'est vraiment la priorité, clairement. Mais après, c'est pas toujours simple sur le plan logistique parce que c'est quand même toute une logistique à adopter en urgence, c'est quand même compliqué. Et dans les cas vraiment extrêmes, ça s'amène toujours par une ECMO et puis un peu à l'arrache et puis on fait ce qu'on peut en plateau technique. Il y a vraiment juste une situation où j'ai eu l'impression quand même qu'un système ait un intérêt. C'est que ça m'est arrivé de mettre, enfin ça c'est pas souvent, mais c'est arrivé deux trois fois de mettre des Impella sur des fuites mitrales de haut grade. Et c'est un truc qui a, pour le coup, ça marche assez fort. Ça nous a permis d'opérer des gens dans de meilleures conditions, mais ça reste des cas un peu exceptionnels, hein, mais et coûteux, hein, bien sûr. Mais ça a marché pas mal quand même pour le coup. J'ai l'impression. Après, voilà, c'est une situation un peu de chasse, hein, donc c'est pas la règle bien évidemment, mais ça peut marcher pas mal. Et ils étaient en choc, Guillaume, ou ils étaient en OAP? Bah, ils étaient les deux, mais
plutôt en assurance cardiaque bien sévère. Parce D'accord. qu'après, c'est voilà, celui qui a un OAP un peu réfractaire, il a toujours une hyperlactatémie qui traîne, un rein un peu pourri. Donc, ils étaient manifestement plus en insuffisance cardiaque sévère qu'en état de choc avéré, vraiment. C'est vraiment pour ça d'ailleurs que ça a marché. Voilà. C'est Et ouais, tout le débat qu'on a à chaque fois et qu'on a eu tout à l'heure avec Nadia. C'est qu'en fait, c'est pas les mêmes patients et c'est surtout si c'est les mêmes patients, pas au même moment. C'est-à-dire que une pompe de type MPLA, si le patient est déjà au stade de la vasoplégie, qu'elle soit sur la grosse nécrose, sur l'infection et translocation ou sur ah, le sepsis associé, ben, on a un truc qui va débiter 3 litres sur un tuyau dilaté, ça marchera pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. bah Et là, en c'est vrai fait, que, vas-y, pardon. non, 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 vas-y, excuse-moi. Nous, c'est vrai que là, les cas que tu décris sont quand même des cas bien cardiologiques. Et après, secondairement, qui peuvent se dégrader. Et l'exemple que tu montrais de ce patient avec cette défaillance respiratoire qui est une valvulopathie fuyante, si je dis pas de bêtises, malheureusement, des comme ça, sur un centre comme le nôtre, on en voit 4-5 par an qu'on récupère après des semaines. Il y en a certains, ils ont eu le LBA, ils ont eu même les biopsies, on a évoqué l'hémorragie intra-alvéolaire, blablabla. Et puis en fait, si Ah on ouais, avait bah, regardé l'électro depuis le début ou si on avait posé la question aux parents du patient, j'en ai un en tête qui a 28 ans, ben en fait, il s'est plaint d'une douleur thoracique. Et en fait, depuis le bah, début, un infarctus avec une IM de haut grade sur un infarctus. Et ça, on en voit quand même assez souvent, d'où l'intérêt de l'exploration invasive, parce que l'échocardio, tout le monde nous en fait un truc super, c'est super l'échocardio, mais l'évaluation des pressions de remplissage à l'échocardio, ça reste très, très bah, variable. ouais, enfin, c'est globalement fiable quand même, mais après, c'est sûr, si c'est des malades-là, franchement, c'est impossible ou alors quand s'il y a détermine un truc comme ça chez ce type de patient, en plus le malade était obèse, intubé, enfin c'est une galère sans nom. Donc en fait je me mouille pas trop, moi généralement quand je vais voir en réa avec l'échographe, machin, enfin quand c'est évident, mais des fois c'est quand même Quand tu montes ton KT, tu as 35 de CP, bon voilà, la réponse est vite trouvée quand même. Ça veut ouais, pas dire que ça soigne à mais tout le monde, mais mais quand on sait plus, ça vaut le coup, quoi. mm. Bah, ce qui m'avait surtout aussi vachement choqué chez ce patient, enfin, je l'ai pas bien dit, je pense, dans la présentation, c'est qu'une fois qu'on a mis la valve, mais c'était, en fait, le résultat, à chaque fois, il est incroyable. Le malade, à chaque fois que c'est arrivé, en 2 heures de temps, le mec, il a plus rien, quoi. Il a plus de drogue, il urine. C'est, c'est vraiment, c'est pour ça que souvent, on est assez agressif parce que même chez les gens qui peuvent paraître un peu pas dépassés, mais vraiment loin dans l'état de choc et dans la maladie, quoi. Parce que souvent, quand ils arrivent, on connaît pas leur histoire de vie vraiment, on n'a pas le temps de réfléchir trop sur oui, est-ce qu'il va marcher dans 3 mois. Enfin, c'est des fois pas si simple, mais ce que je trouve vraiment ça vaut le coup parce que c'est la probabilité de la récupérabilité, elle est majeure, quoi. Donc, c'est autre chose. Ça me pose moins de problèmes quand c'est une CMD évoluée qui a 30 ans de maladie derrière lui. On sait qu'on va dans le mur si on lui propose pas de trucs lourds. Mais chez ces malades-là, vraiment, à mon avis, faut pas hésiter à être assez agressif parce que franchement, ils en tirent vraiment un très gros bénéfice, j'ai l'impression. Mais De toute manière, c'est les malades qu'on va voir de plus en plus. Hein. Le syndrome coronarien aigu, c'est juste 1 à 2% de choc, donc on va voir les chroniques. Mais le vrai challenge sur le traitement étiologique, c'est le topo que tu fais, c'est le malade dont tu parles, hein, la prévalence du RAC, etc. Et des valvulopathies devient quasiment beaucoup plus importante avec la prévention. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, mais les chocs sur infarctus, on en voit quand même de moins en moins. ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est justement pour ça, je trouve ça, dans l'histoire, je trouve ça assez beau parce que finalement, le TAVI s'était fait chez des mecs en critical shock, quoi. Et puis après, on a fait ça sur des nonagénaires. Puis là, on est en train de revenir sur des, des gens plus jeunes et puis on profite de l'expérience des opérateurs pour faire ça vite, bien chez des gens qui sont très graves. Donc c'est vraiment, je trouve que du coup, c'est une belle, enfin, ça prend une belle histoire, je trouve. Bon. Ben, merci beaucoup Guillaume pour ce super topo. Merci Nadia également pour le tien. Je crois qu'on a fait un joli tour. On se revoit la semaine prochaine avec encore 2 topos sur le choc. Et puis le vendredi 8 juillet, ça sera le dernier avant la petite pause estivale. Et puis on vous reproposera ensuite un planning de cours pour la saison 2022-2023. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Guillaume, bravo. Merci Nadia. Bonne journée à tout le monde.